d'abord, pour la soirée, malheureusement, on n'a pas de micro pour les interprètes. Donc, ça serait bien si on arrive à garder un certain décorum pour qu'on puisse s'entendre. Même chose, on a même idée. Ça se peut que quand il va faire noir à l'extérieur, on va devoir interrompre un peu pour augmenter la luminosité. Donc, n'hésitez pas, si vous n'entendez pas bien, vous ne voyez pas bien, à interrompre la présentation, à faire un signe à l'animateur. Et d'ailleurs, je vous présente. Habituellement, ce sont les personnes de l'UPOP qui présentent, qui font l'animation. Mais ce soir, nous avons un animateur qui s'appelle Mathieu Larivière, qui va animer ensemble la soirée la période de questions. Alors, moi, je m'appelle Emmanuelle Sirois, je fais partie de l'UPOP depuis ses débuts. Pour ceux et celles qui sont pas familiers avec le projet, on a commencé en 2010 à offrir des cours. On en est à notre 7e saison. On a donné jusqu'à maintenant environ plus de 150-200 cours dans des cafés, des galeries, des bars à Montréal. Ce soir, c'est une soirée vraiment spéciale. J'ai eu la chance de travailler avec des gens fabuleux pour mettre en place ce projet. D'abord, ma collègue Héloïse, qui est avec moi l'UPOP, Pamela également, qui va être présentée plus tard. Je vous remercie, Geneviève et Dominique. Je ne suis pas vous en dire trop parce que Mathieu va de toute façon présenter des projets dans lesquels ils s'investissent. Il va également présenter la genèse du cours ce soir qui s'intitule Le peuple de l'œil, enjeu de la communauté sourde. Et ce soir, spécifiquement, la séance s'intitule La culture sourde, pas si sorcier que ça. Si vous voulez avoir des informations sur l'UPOP, faites laisser votre courriel. On envoie une fois par semaine des informations à propos de la programmation hebdomadaire. On ne spamme pas, on est très rigoureux à ce niveau-là. Je vous invite à consulter notre brochure pour avoir l'information à propos des autres cours. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je cède la parole à Mathieu. Merci Emmanuelle pour la présentation. Est-ce que s'il vous plaît, on pourrait reboucher la lumière du projecteur parce que je l'avais en plein visage puis ça m'éblouissait un peu. Alors j'espère que tout le monde va bien. Aussi, peut-être Emmanuelle avait oublié de dire quelque chose. Ce soir, vous pouvez prendre des consommations, évidemment, on vous encourage, mais l'établissement n'a pas de service Interact. Alors, on vous avertit de ça, que malheureusement, on doit payer en argent comptant. Si vous avez besoin d'aller à la salle de bain, c'est au fond, au sous-sol. Alors, est-ce que tout le monde me voit bien? La voix, est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde entend bien mes propos? Tout se passe bien? Excellent. Ça se passe bien, tout est beau. Ce soir, c'est vraiment spécial. Des entendants et des sourds qui sont à la même assemblée. Le projet de ce soir, comment il est arrivé aujourd'hui? Alors, ça part de Mme Julie Châteauvert qui a eu l'idée de demander à l'UPOP en disant, écoutez, on pourrait peut-être faire quelque chose avec la communauté sourde et a demandé aussi à Pamela Richard avec son organisme. Mais ça faisait quand même 1 an ou 2 que ça était dans l'air, mais c'était pas tout à fait le temps. Et Pamela et son équipe avaient plusieurs pains au four, alors il n'y avait pas le temps. Mais en 2013, Julie Châteauvert a encore réitéré sa demande à Pamela en disant est-ce qu'on pourrait envoyer une demande de cours à l'UPOP et on a aussi participé avec le Café Sourdien avec Genève de Dire et la Société culturelle québécoise des sourds avec Dominique Lemay. Et ils ont écrit une proposition de conférence à l'UPOP. L'UPOP a fait le tri et a sélectionné ce groupe de personnes sourdes pour faire exactement le cours qu'on vous propose. Alors, on est bien contents, bravo. Ce soir, c'est vraiment, on casse la glace, hein? C'est la première soirée avec nous. Alors, je veux remercier Dominique, je veux remercier le Café Sourdien ainsi que Pamela de bien vouloir, d'avoir fait ce cours-là pour nous. Je ne vais pas m'étirer très longtemps parce que je pense que tout le monde veut regarder, puis je vais laisser la parole aux gens qui nous présentent le cours ce soir parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire. Alors, je vous présente Hélène Hébert, accompagnée de Sylvain Laverdure et de Dominique Lemay. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors maintenant, bonne présentation, je vous laisse la parole.
On peut ouvrir le projecteur. Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, c'est vraiment là où on brise la glace, où on commence une belle aventure et puis on va se voir au fil des temps. Ce soir, nous allons vous parler du sujet qui est inscrit ici. Alors, la culture sourde. La culture sourde, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est sorcier? Est-ce qu'on n'y comprend rien? Mais en tout cas, on va voir ça. Mais excusez-moi, je suis un peu perdue dans nos rôles. Là. On ne sait pas trop qui a qui la parole, là, mais ça va se passer. Sylvain, c'est à ton tour? Non? C'est à toi? C'est à moi? Alors, nous allons parler, voici le contenu de ce que nous allons vous entretenir ce soir, pendant la soirée. Alors, en premier, nous allons nous présenter qui sommes-nous, brièvement les conférenciers. Ensuite, on va vous montrer une image et on va vous demander des commentaires suite à ce que vous allez voir sur les images. Ensuite, on va essayer de définir le mot culture générale, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, on va partir de la culture générale pour s'en aller en entonnoir un peu vers plus précisément quelle est la culture des sourds. Aussi, on va en profiter pour vous sonder un peu, savoir, vous poser quelques questions. Aussi, la culture des sourds, ça comporte quels paramètres et quels critères, comment on peut décider que ça fait partie de la culture ou pas. Et aussi, on va faire un lien avec l'histoire, comment c'est arrivé aujourd'hui. Aussi, on va vous donner quelques aspects qui sont en lien, qui sont importants de la culture sourde. Et aussi, si jamais on a du temps, si du temps nous reste, bien, on a des petites anecdotes, des petites histoires à vous raconter qui vont un peu vous faire sourire, on espère. Et à la fin, il y aura la période de questions qui sera après le contenu de la conférence. Voici Hélène Hébert. Alors, bonjour, je me présente, je suis Hélène Hébert. J'ai grandi, je suis sourde, mais je ne sais pas pourquoi je suis sourde, alors j'ai grandi avec les entendants, j'ai été intégrée avec les entendants, puis ensuite au contact de la communauté des sourds, eh bien j'ai commencé par rencontrer un sourd, puis aussi j'ai rencontré des parents de ces enfants sourds-là qui étaient capables de faire des signes, et que moi-même, fille sourde, j'étais incapable de connaître la langue, je ne connaissais pas la langue des signes, et là je me suis décidée à dire, OK, il faut que j'apprenne la langue des signes. Et à partir de là, mon intégration s'est faite dans le monde des sourds. Vous Alors, je m'appelle Sylvain Laverdure. Pourquoi Laverdure? Laver, dur. Bon, c'est sûr que vous savez, là, quand on veut pas enlever une tâche, là, c'est comme ça. Alors, je suis sourde, évidemment. J'ai toujours été sourde depuis que je suis petit. À 6 mois, j'ai fait une poussée de fièvre et ça m'a amené la surdité comme conséquence. De 0 à 5 ans, je ne suis pas allée à l'école et je n'avais pas non plus. Je restais à la maison et j'étais à Val-David. Je vivais à Val-David avec ma famille. Mes parents ne savaient pas trop quoi faire avec moi jusqu'à ce qu'ils viennent à Montréal et que je sois au couvent avec les sœurs. Oh wow, les sœurs, la religion, oh, la spiritualité, quel bonheur! Et j'ai passé 1 an ou 2 chez les sœurs et ensuite chez les frères avec la soutane noire et la prière. Et je suis restée chez les frères tout ce temps-là. Alors les signes, il n'y avait pas de langue de signes officielle vraiment. C'est comme on se parlait, les professeurs nous parlaient, puis on essayait de lire sur les lettres, puis ils nous parlaient. Mais nous, dans la cour d'école ou dans le dortoir, on faisait des petits signes qu'on inventait. Mais les signes n'étaient pas uniformes. Hein? On essayait de communiquer et puis de jaser ensemble. Je ne veux pas m'étirer trop là-dessus. Je vais essayer. Je vais me couper moi-même la parole et je vais la laisser à Dominique. C'est sûr que moi aussi, je ne veux pas non plus, parce qu'il y a pris trop de temps. Ils ont pris trop de temps, eux autres, là, fait que je vais être obligée de parler plus brièvement. Alors, je suis née sourde. Je suis allée à l'école avec des sourds. J'ai toujours été dans le milieu de la surdité. Alors, voilà,
c'est qui je suis. C'est terminé. Je vous laisse pas longtemps observer l'image qu'on va vous présenter, puis ensuite, on va prendre vos commentaires. Alors, vous regardez l'image, puis seulement pour vous faire réfléchir. Que vous soyez sourd ou entendant, c'est pas important. On veut savoir, est-ce que vous êtes capable de nous faire quelques commentaires sur cette image-là? Si c'est possible, vous pouvez lever la main, nous dire quelque chose, nous répondre. Il n'y a pas de communication. Les points d'interrogation, on a demandé ce qui était sur le dessus des têtes. Alors, on dit que ce sont des points d'interrogation et des points d'exclamation. Pamela a levé la main. Je vais faire l'interprète miroir pour que les interprètes puissent voir ce qui se passe. Alors, Pamela dit, je pense qu'on dirait qu'ils sont habillés pareil. On dirait qu'il y a un uniforme. Il n'y a absolument pas de différence. On voit que, je pense que c'est tous des hommes. Hélène demande, est-ce qu'il y a autre chose? Personne se regarde. Il n'y a pas de communication. Les autres sont fiers, donc on les regarde. Ils ont l'air fiers. Non, non, ben pour moi, je pense que... non, ok, ils sont gênés. Qu'est-ce que tu veux dire? Les sourds, les entendants, on ne voit pas la différence. On ne peut pas voir si c'est un sourd ou un entendant sur l'image. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ben, j'avais l'impression, oui, c'est vrai qu'on ne peut pas voir si c'est des sourds ou des entendants, mais j'avais l'impression que c'était peut-être tous des sourds qui se questionnaient à cause du manque d'activité tous les jours, peuvent toujours se demander qu'est-ce qui se passe à cause du manque d'activité. Qui, c'est ça, peut-être qu'ils se posent des questions d'identité, identitaire, qui ils sont. Dernier commentaire, ils ont l'air silencieux. OK. Alors, on a tous des idées différentes. Alors, on voit aussi que c'est une question de perception. Alors, dans une image, on peut nous dire n'importe quoi. Alors, c'est comme dans la salle ici présentement. On ne se connaît pas tous. Hein? Il y en a qu'on connaît, on connaît nos voisins, le voisin à côté, on ne le connaît pas. Alors, quand on vient ce soir, on vient apprendre quelque chose de nouveau. Ça veut dire que ce soir, on va dire « Ah, c'est comme ça? Ah oui? Eh bien, ah! » Et là, parce qu'on va apprendre des choses sur la culture. Alors, si on revient au mot culture, si on regarde dans le dictionnaire, au mot culture, on voit plein de choses. On peut parler de quelque chose qu'on apprend de nouveau, un nouveau mot, un nouveau vocabulaire, quelque chose où on va. Ça peut être aussi culture, qu'on fait une semence à la culture, on plante quelque chose. Mais nous, on va s'intéresser à cet aspect-là et cette définition-là. Alors, on voit que c'est une manière de penser, de sentir et d'agir plus ou moins formalisée, qui est emprise et partagée par plusieurs personnes. Alors, on voit que c'est très large. Parce que moi, j'aime pas ça. Ça trouve compliqué. Alors, je préfère la deuxième définition. Celle-ci, je la trouve beaucoup plus claire. Alors, on dit que ce sont des personnes qui pensent la même chose, qui ont les mêmes arts ou qui vivent en groupe, par exemple. Si on va en Europe, si on pense en France,
qu'est-ce qu'on pense à la France? On pense au pain croûté en dessous du bras, avec le petit béret. Si on va en Angleterre, on pense quoi avec l'Angleterre? Oui, l'Angleterre, le thé, l'heure du thé, il pleut. Si on va en Italie, hein, qu'est-ce qu'il y a en Italie? La tour de Pise, le fromage. Si on va aux Amériques, aux États-Unis, les hamburgers, le gras, le fast-food. Alors, si on pense à la culture asiatique, hein, la technologie, le textile, la méditation. Alors, ce sont des exemples de culture, mais c'est des cultures qu'on attribue plus aux entendants. Mais est-ce qu'il y a une culture sourde? Peut-être que les sourds disent oui, mais peut-être que les entendants, eux, continuent de se questionner. Alors, on va voir plus loin. Alors, la culture sourde, ça veut dire que les sourds ne se considèrent pas comme des personnes handicapées. Ils se considèrent de façon normale. Elles vivent ensemble dans le but d'avoir du plaisir ensemble. Elles partagent la même langue parce que c'est plus facile de communiquer ainsi. Elles ont leurs propres valeurs. La communauté aussi, la culture aussi veut dire qu'elles ont leurs propres règles de comportement et aussi les propres traditions qu'elles partagent. Évidemment, leur propre identité. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que les entendants et les sourds, c'est la même chose? Est-ce que ça peut aller ensemble? Alors, bon, on répond que oui, supposément. On répond que non. OK, on va voir plus tard. Avant de continuer, j'ai une question pour les entendants seulement. Alors, si aux entendants répondent, c'est une question de perception. Pour voir qu'est-ce que ça veut dire être sourd. Qu'est-ce qu'une personne sourde pour vous? Une personne sourde utilise la langue des signes. Mais il y a un avant et après mieux connaître des personnes sourdes pour moi. Parce que c'est sûr que quand je connaissais personne, je pouvais juste voir ça comme un handicap. Mais en connaissant les gens, puis en étant minoritaire aussi, là, ça change la perspective. On voit plus la culture, puis moins le handicap. Maintenant, ce soir, c'est moi qui est handicapé. Autre commentaire? Oui, ben, je trouve ça intéressant qu'elle dise ce soir, c'est moi qui suis handicapée parce qu'un handicap, c'est contextuel. C'est pas la personne, c'est la situation. Mais pour moi, un sourd, ben, tu sais, c'est sûr, j'ai étudié un peu là-dedans, là, donc, mais vous avez votre propre histoire. Que nous, on n'a pas. Vous avez vécu des choses pas mal dures, on vous a toujours discriminé, tout ça, et vous avez forgé vos valeurs avec ça, vos arts, votre langue, puis surtout quand on pense au confinement en 1880, quand on a perdu la langue des signes, puis que c'était juste l'oralisme, vous avez vécu vraiment quelque chose d'épouvantable, puis vous avez toujours su, un peu comme on peut penser au Black Power, vous avez toujours su, en communauté, vous défendre, vous soulever, vous, comment dire, crier votre culture et votre langue, que les autres vous entendent finalement. C'est bon. Autre commentaire? C'est beau. C'est le fun. On va voir la suite. Alors, c'est la suite de la culture. On parle de l'identité, de la langue. Je pense que ça, on en a déjà parlé. On peut passer à la prochaine diapositive. On dit les personnes sourdes. Alors, vous remarquez que le S est majuscule quand on parle de personnes sourdes. Ce qui veut dire que c'est une identification claire comme personne sourde. Alors, c'est une personne, par exemple, une personne anglophone, on met
un A majuscule, le francophone un F majuscule, américain on met un A majuscule. Alors, sourd, on met un S majuscule pour montrer l'identité sourde. Alors, si on fait, comme quand le mot sourd est utilisé comme adjectif, comme enfant sourd, le S est minuscule. Mais quand on parle des sourds ou les sourds, on met un S majuscule. Alors, je vous montre une image qui vous parle de l'éducation des sourds. Alors, on voit des étudiants sourds, on voit le professeur qui utilise la langue des signes, on voit un élève qui est au tableau, et on voit le directeur qui jette un regard sur sa classe et trouve que tout va bien. Hein? C'est ce qu'on peut penser de l'image qu'on voit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Si on parle de l'image qu'on vient de voir avant, on se dit, ben tout va bien. Et la population dit, mais pourquoi une culture sourde? Pourquoi? Qu'est-ce que la culture sourde? Pourquoi une communauté sourde? Mais on peut penser qu'il y a des événements qui se sont produits dans l'histoire qui ont amené à ça, qui ont amené à ce qu'on veut avoir une identité, une culture et qu'on y tienne et qu'on trouve qu'on y appartient. Alors, c'est sûr que les sourds ont vécu beaucoup d'oppression dans l'histoire et en vivent encore. Si on recule dans l'histoire, il y a plusieurs personnes qui ont été touchées, émues de voir des personnes sourdes qui disaient « Mon Dieu, les sourds ne savent pas lire, ne savent pas écrire. » Parce qu'avant, les sourds n'allaient pas à l'école. Alors, les religieux ont dit « Il faut absolument qu'ils soient capables de lire pour être capables de prier, pour sauver leurs âmes. » Et autrefois, c'était la culture qu'ils avaient. Hein? Oui. Alors, l'abbé de l'Épée, un Français, qui a eu, peut-être qu'avant, il y avait eu d'autres personnes qui s'en sont occupées des sourds, mais plus particulièrement l'abbé de l'Épée en France, qui s'est occupé d'enseigner la langue des signes dans le but que les sourds apprennent à lire pour être capables de prier pour que leur âme aille au ciel à leur mort. Il avait vu deux petites jumelles sourdes. Il les a pris en passant chez lui et leur a montré la langue des signes. Alors, on voit l'image des deux jumelles et on voit qu'elles sont en train de faire des petits travaux et c'est lui, l'abbé de l'Épée, qui va leur enseigner à lire. Et on voit que on ne prend pas la langue des signes française, la LSF, on voit qu'ils apprennent à communiquer sans avoir vraiment une langue de signes. Et l'abbé de l'Épée disait, il faut que les sourds aient des contacts, il faut que les sourds se rencontrent ensemble et ils vont avoir besoin de parler ensemble, d'échanger. Et alors, il ne les envoyait pas chacun chez eux. Il encourageait les sourds à se rencontrer. Et pas maintenant, encore aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Les sourds aiment faire des banquets, des célébrations, des fêtes pour se rencontrer. Donc, entre-temps, que s'est-il passé? Donc, l'abbé de l'Épée est décédé. Et qui a pris la relève selon vous? Est-ce que vous savez? Donc, il y a une période après le décès de l'abbé de l'Épée où est-ce qu'on continue le gestuel? Est-ce que pour les sourds, ils ont une certaine intelligence? Est-ce que c'est préférable qu'ils prennent le mode oraliste? Alors, il y a le gestuel versus l'oraliste. Donc, c'est une période qui a suivi le décès de l'abbé de l'Épée. Donc, qu'est-ce qui s'est produit donc en 1880 au congrès de Milan? Il y a quelqu'un dans la salle tantôt qui l'a mentionné, qu'effectivement, les personnes sourdes ne devaient pas communiquer de façon gestuelle et que de façon orale, c'était une façon de vraiment exprimer son intelligence. Donc, au congrès, en 1880, à Milan, donc, il y avait environ 164 personnes et seulement 2 sourds qui participaient pour voter, pour savoir
quelles étaient les suggestions, les propositions retenues, et il y en a 2 qui ont été retenues sur 8. Et ce qui a été dit, c'est que pour les méthodes d'enseignement, ce serait la méthode orale et la méthode gestuelle serait mise de côté, éliminée. Et aussi, pour avoir un meilleur contrôle des méthodes d'enseignement, donc on devait aussi éliminer les professeurs sourds et c'était dorénavant des professeurs entendants. Donc cette situation-là, c'était un moment de révolte et il y a eu beaucoup de réactions dans la communauté sourde et ensuite on voit l'apparition de la culture sourde. Donc cet événement-là a vraiment déclenché quelque chose d'important pour nous. Donc, vous avez vu l'image précédente où on voyait un enseignant sourd devant la classe et il y avait un directeur qui était d'accord avec la façon d'enseigner, mais maintenant, après le congrès de Milan, donc on a expulsé l'enseignant sourd et c'est un enseignant entendant qui a pris la relève. Et les étudiants font un salut sans vraiment comprendre l'implication, mais maintenant ils devront apprendre de façon orale. Est-ce que ça vous attriste? Est-ce que vous êtes joyeux de voir une image comme ça? Pour les sourds, c'est triste, mais les personnes entendantes n'avaient pas vraiment conscience de l'impact que ça pouvait avoir. Mais par la suite, il y a eu des conséquences, il y a eu des choses qui se sont produites et on a dû faire une introspection et des personnes sourdes ont décidé de se battre pour dire, écoute, on a le droit et on a le pouvoir de s'exprimer dans notre langue. Bonjour. Donc, tu vas avancer l'acétate, s'il te plaît? Donc, OK. Donc, comme on le dit, la culture sourde, on a vu qu'il y avait plusieurs aspects. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est tiré au hasard comme ça? C'est réfléchi. Il y a des choses qui sont apparues aux États-Unis qu'on a empruntées. Il y a des vidéos où il y a des gens qui se sont exprimés. On a regardé ce qui a été dit. Il y a de la littérature dans laquelle on est allé chercher de l'information. Et ce qui ressort, les 5 éléments principaux de la culture sourde, bien, on va vous les... Au Québec, en fait, la culture sourde est apparue en 1980. Mais avant ça, il y a toujours eu des sourds. On sentait qu'il y avait quelque chose, mais on ne l'appelait pas comme tel. On cherchait notre identité, puis donc au fil du temps, on échangeait, on prenait des valeurs. Donc la première des 5 éléments, le premier en fait, c'est l'identité. Ensuite, il y a la langue, et il y a les règles et comportements, les valeurs de la communauté, de la culture sourde, et en dernier lieu, des traditions. Ces 5 éléments, bon, c'est sûr qu'ils regroupent d'autres aspects chacun. Et à la prochaine acétate, donc dans l'identité, tu vas trop vite, Dominique, un petit peu. OK, donc, bon, oui, je suis une personne sourde, mais de parler en signe, bon, c'est sûr que ça attire les regards, c'est pas toujours facile, mais on peut le faire. Je suis une personne sourde, mais si on recule dans le temps, là, à l'ouverture du métro, là, les personnes sourdes, là, on signait, là, on cachait nos mains, qu'on n'osait pas, là, parce qu'on voulait pas que les gens nous regardent en public. C'était comme quelque chose de tabou. Donc, à la maison, oui, on pouvait s'exprimer librement, les soirées entre amis sourds, oui, mais lorsqu'on entre dans les entendants, entre guillemets, donc on cache nos signes, on ne veut pas attirer le regard, on ne s'est pas encore affirmé comme communauté sourde encore. Et la culture sourde n'est pas un concept clair. Oui, je suis sourd, ça on le comprend. On voit que l'autre aussi est sourd, mais on ne dit pas le terme malentendant, on dit sourd. Sourd. Donc, quand on dit sourd, on dit que bon, la culture vient avec, dans le sens qu'il a déjà sa langue, il y a plein de concepts qui viennent avec ça. Donc, c'est intérieur, c'est intériorisé, il y a une identité qui s'ensuit. Vite devant vous. Donc, OK, on est prêt à reprendre. Donc, c'est un sourd-muet, c'est un malentendant, c'est un handicapé auditif, plein d'appellations.
mais on est tout simplement sourd, mais il y a plusieurs significations qu'on peut donner. Je vais céder la parole à Hélène qui va revenir. Une personne entendante, ben, si on va un peu les mettre de côté, mais si une personne sourde va se regarder, va dire ça m'appartient à moi, ça appartient plus aux entendants, mais ce n'est pas un jugement, c'est plus un constat qu'on fait ce soir. Donc, une personne qui est culturellement sourde, donc qui a grandi, en fait qui est né sourde, puis donc qui n'a pas appris à parler, donc et sa première langue est soit la LSQ ou la SL si c'est anglophone. Donc, il va surtout utiliser des supports visuels, va utiliser des interprètes gestuels, va utiliser des textos. Et il se sent comme une personne à part entière. Donc, il n'est pas handicapé. Puis son identité à la culture sourde, donc, est très claire. Et à ce moment-là, il a un S majuscule pour lui dans sourd. Une personne qui est devenue sourde à ce moment-là, c'est quelqu'un qui a déjà appris la langue orale et qui, par la suite, est devenu sourd. Donc, il peut s'exprimer verbalement, il peut faire une lecture labiale, il utilise quelques signes et il peut aussi s'intégrer à la communauté entendante et il peut participer aussi dans la communauté sourde. La personne sourde oraliste. La définition, donc, c'est une personne qui est née sourde ou devenue sourde en bas âge, avant d'avoir développé un langage oral. Par contre, a fréquenté l'école oraliste et n'a pas appris les signes. Donc, il utilise la parole, la lecture labiale, le LPC. Parfois, c'est accompagné de quelques signes. Et il s'identifie à la culture des personnes entendantes, mais il peut avoir certains liens avec des personnes sourdes. Donc, il est biculturel. La personne malentendante, donc, à ce moment-là, c'est une personne qui est, c'est pas une surdité profonde, mais c'est une perte d'audition, qui utilise la parole avec ou sans assistance auditive, qui peut avoir un implant aussi, donc, ou des appareils tout simplement. Donc, il s'identifie surtout à la culture entendante et il n'utilise pas beaucoup les signes, presque pas. Les personnes sourdes aveugles, donc, ils ont un problème jumelé, donc, de surdité et ils ont aussi un problème de vue, de vision. Donc, ils utilisent surtout la dactyle langage, voilà, et il peut être culturellement sourd et dépendant s'il est devenu sourd, si intérieurement il est plus sourd ou s'il se sent plus du côté des entendants. Mais les personnes sourdes, malentendantes, devenues sourdes et tout ça, ils n'appartiennent pas tous à la communauté sourde. Donc, c'est propre de chacun selon sa perception, son sentiment d'appartenance et il n'y a pas de jugement. Auparavant, il y avait un jugement, mais maintenant, on est plus ouvert et on essaie de l'entraide. C'est un grand changement maintenant. Donc, sourd, comme vous voyez avant, un petit sourd, un sourd moyen, et finalement, le sourd, il est fier. Il a son identité et c'est clair pour lui. La langue maintenant. C'est à toi ou c'est à moi? Non, c'est à moi. OK. Donc, la LSQ, donc, ça a été comme reconnu en 1900, ben pas reconnu, mais l'appellation est apparue en 1980 et on l'a appelé, en 1980, je reprends, on a donc appelé la langue des signes la LSQ, langue des signes québécoise. Donc, les gestes représentent des mots. Donc, le message à ce moment-là est donc reçu par les yeux et non pas par les oreilles. Donc, un enchaînement de signes donne un concept, une idée. Ce qui veut donc dire que est-ce que les signes sont monocordes? Non, il y a quand même de l'amplitude, il peut y avoir des répétitions. Donc, moi, hier soir, là, j'étais fâchée, puis je me suis empressée, puis j'ai couru vite, vite. Donc, tu le vois, ben moi, hier soir, en fait, je suis bien relax, puis j'ai pris une petite marche tranquille. Donc, dans le signe, dans l'action, dans l'amplitude,
Donc, l'émotion, elle est toute incluse dans le signe. C'est une langue qui est vivante. Donc, par contre, la LSQ, ce n'est pas une langue linéaire. Quand je dis linéaire, c'est-à-dire je veux aller au magasin pour acheter une pomme. La LSQ, c'est pas linéaire comme ça. Donc, en fait, la syntaxe se trouve différente. Donc, l'information est riche et elle ne suit pas la structure du français. Elle a une syntaxe différente. Donc, ça, je viens de le dire, c'est beau. Ah oui, la langue des signes, est-ce que vous croyez que c'est universel à travers le monde? Non. À titre d'exemple. Donc, je vais vous faire des signes. Les différentes sortes de langues de signes. Donc, à l'école, ici en LSQ, on dit école comme je viens de vous le faire. En France, le signe école se fait comme suit, comme vous voyez. Si vous, en ASL, school, c'est les mains versées. Donc, ce n'est pas toujours pareil. Donc, ce n'est vraiment pas universel comme langue. Est-ce que tu as d'autres exemples, Sylvain, à nous faire? Non. Je pense que je les ai faits précédemment, les deux exemples. Donc, est-ce que c'est simplement pour communiquer, la LSQ? Non, ça peut prendre différentes formes d'expression, comme vous voyez ici à l'avant. Hein? En signe, on peut faire un poème? Ben non. Oui, détrompez-vous. On peut en faire. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire ce soir et on terminera à minuit 1h ce matin. Donc, je vais essayer de juste vous dire qu'il y a plusieurs formes d'expression. On peut chanter aussi en langue des signes. On peut, vous voyez, bon, il y a des émissions. Il y a un samedi soir, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec M. René Simon, il y avait une chanson et elle avait été signée. Les personnes sourdes peuvent s'exprimer par la danse. Ils peuvent faire des jeux de signes. Peuvent faire du mime. Donc, la LSQ, comme je le disais précédemment, c'est une langue qui est très, très riche. Bon, on a dit que les langues signées sont différentes à travers le monde, comme école en anglais, en ASL, en LSF ou en LSQ, c'est différent. En France, femme, c'est comme suit. En LSQ, c'est interprète comme ça. En France, c'est interprète, ça fait comme suit. Puis nous, c'est un steak. Puis eux, c'est interprète. Donc, vous voyez que c'est un peu différent. En LSF, c'est difficile. Nous, c'est sur le menton au Québec et sur le front en France. Donc, parfois, on a de la misère à se comprendre. Ben, au Japon aussi, hommes et femmes, c'est différent ici. Filles, on le fait comme ça. Les autres filles, c'est le petit doigt. Garçons ici, on le fait comme ça. Puis eux, c'est le majeur. Donc, mari et femme se fait majeur et petit doigt. Donc, quand tu vois ça, nous, ça nous choque le regard, mais pas eux. Ça fait partie de leur culture. Donc, il faut faire attention parce que la langue n'est pas universelle, comme je viens de dire. Combien il peut y avoir de langues signées à travers le monde? C'est quelqu'un à l'assistance qui pose la question. Combien? C'est difficile à chiffrer, mais il y en a plusieurs. C'est difficile à vous dire. Il y a quelqu'un ici. On a répertorié à peu près entre 130 et 140 langues des signes dans le monde. Puis on continue d'en découvrir à peu près. Merci pour l'information. Donc, les règles des comportements. Donc, comme on vous disait, tu sais, quand tu appelles quelqu'un, tu l'appelles, puis la personne se retourne, mais tu vas parler, puis les personnes vont écouter entre eux. Mais les personnes sourdes, là, quelles sont leurs règles comportementales? Bon, on hoche la main, allez, regarde-moi, regarde-moi. On tape du pied pour créer une vibration. On clignote des lumières pour attirer l'attention. Pas comme un fou, là. Un clignotement, là, tu sais.
Hé, regarde-moi, donc c'est facile. On peut tout simplement toucher sur l'épaule. Allez pas cogner sur la tête, là. Non, non, non. Écoutez, la dame, elle s'est toute coiffée, là. Imaginez-vous, elle a passé 2 heures devant le miroir. Puis, ne tournez surtout pas le menton de quelqu'un. Simplement, lui, toucher l'épaule. Continuez, tenez encore un petit peu plus loin. Bon, regardez. Faites attention, là, regardez. Faites attention lorsque vous avez les mains gommées, là, faites attention au contact. Et puis harcelez pas non plus, là, pas de, simplement faire signe, écoute, je veux te parler, puis être patient. Hey, je veux te parler, faites pas ça non plus comme ça dans le visage. Ou la main qui est toujours soutenue sur l'épaule non plus. Simplement taper pour dire, écoutez, je veux te parler, quand on va terminer, et moi. Donc, on va poursuivre. OK, oui. Donc, le contact visuel, comme est très important. Donc, si vous cessez le contact visuel, bien, vous coupez la communication. C'est évident parce que vous ne voyez plus les signes. Mais les entendants, vous pouvez regarder ailleurs puis continuer à écouter la conversation. Mais les personnes sourdes doivent soutenir le regard. Les entendants sont plus ou moins à l'aise avec ça, là. Des fois, il y a un malaise qui se crée, mais nous, les sourds, on est habitués à ça. Fait que, tu sais, quand tu vois 2 entendants là, qui se fixent, ils ont l'air, ben, peut-être qu'ils fleurent, peut-être qu'ils essaient d'arriver à quelque chose, là. Mais non, pas vraiment. Nous, les personnes sourdes, notre contact visuel, c'est une question de communication. Parce que les entendants, souvent, je remarque, ils ont de la difficulté à souvenir le regard, parce que je me dis, bon, c'est vrai, ça a une autre connotation parfois, alors il faut faire attention. Si on ne se parle pas, puis on se regarde, là, on a l'impression de se faire dévisager, c'est sûr qu'on n'aime pas ça, c'est commun aux deux, là. Mais si on se parle, c'est correct, là, c'est beau. Parle-moi parce que je te regarde, là. Donc, comme je disais, vous voyez, là, dans un restaurant, là, les beaux pots de fleurs, c'est-tu beau? Hein? Vous mettez ça au milieu, un gros pot de fleurs, bon, puis on, à gauche, à droite, puis on l'épaule au sol, puis on dit, finalement, on peut se parler, se voir. Pour que ce soit vraiment clair. Puis on n'aime pas non plus les restaurants où l'éclairage est trop tamisé, parce qu'on a besoin d'un éclairage qui est propice à la communication pour qu'on puisse bien se voir. C'est comment, des fois, il faut demander. Souvent, les restaurants, le soir, vont tamiser. Tu rentres, l'éclairage est propice, puis par la suite, ils tamisent. Donc, tu dois demander à quelqu'un, écoute, moi, j'ai besoin que ce soit un peu plus éclairé. Merci du commentaire. Le plus souvent possible, quand on s'assoit en groupe, on peut faire une demi-lune ou un cercle. Ça permet aux gens de se voir et de communiquer. C'est plus favorable que d'être dans un en rang, parce qu'évidemment, on ne voit pas qui a dit quoi en arrière. À l'école, on enseigne aux enfants sourds, on met les pupitres en demi-lune, en demi-cercle. Comme ça, c'est plus facile, tout le monde se voit. On a 7 élèves dans la classe, souvent. Alors, c'est plus petits groupes, ça facilite les contacts et les échanges. Aussi, au centre des loisirs, lève-toi Hélène, alors au centre des loisirs, quand les sourds vont jaser ensemble, on va souvent les retrouver. Ce ne sera pas en ligne, hein, ça va être souvent, pas seulement à l'école, mais partout où les sourds se rassemblent, ils vont privilégier la demi-lune ou le demi-cercle, ou le cercle complet. Vous aimez ça, le Père Noël, hein? Oh, le Père Noël, c'est donc le fun, malheureusement. Il y a une grosse barbe, une grosse moustache, on comprend rien. Il faudrait qu'il se taille ça un peu. Mais c'est sûr qu'on ne voit pas, hein? C'est difficile la communication avec le Père Noël. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Oui, mais il faudrait lui donner un ordre. Il faudrait vraiment, là, comme le petit garçon a décidé de faire, c'est sûr que c'est une bande dessinée, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui s'exprime comme ça, là, avec une petite... ou comme ça, là, on ne comprend pas grand-chose, ou qui grige des dents, ou qui claque des dents, c'est un peu difficile à comprendre. Si tu exagères et tu exarticules très grand comme ça, ça aussi c'est difficile. Alors, la communication, évidemment, les personnes qui utilisent l'American Sign Language, la ASL, peu importe leur langue, peu importe leur âge, c'est
pas nécessairement des personnes sourdes, mais peu importe leur âge, s'ils utilisent une langue signée, bien évidemment, on voit ici une photo de gens qui manifestaient une certaine date et puis qui utilisaient la langue des signes. On voit aussi l'intergénérationnalité, hein, on voit des jeunes et des vieux qui jasent ensemble. C'est sûr qu'autrefois, pourquoi les sourds ont commencé à utiliser la langue des signes? Parce qu'autrefois, à l'institution, les écoles, hein, c'était l'institution, on était tous ensemble. Et à l'Institut des sourds de Montréal, il y avait seulement des sourds. Et les sourds venaient de l'Ontario. Il y avait des sourds qui venaient de l'Ontario, des sourds qui venaient d'Abitibi, de Gaspésie. Les sourds de partout du Québec, ou même du Nouveau-Brunswick, venaient être éduqués et recevoir leur éducation chez les frères. Pendant les vacances, ces gens-là, ces étudiants-là retournaient chez eux et revenaient en septembre pour la rentrée scolaire. Et d'année en année, ce groupe-là partait, allait chez eux, revenait. Et quand ils ont été grands, quand l'école était terminée, ils sont continués à revenir se voir ensemble, revenir, aller un peu partout pour garder le contact. C'est comme ça qu'a été créée la communauté ici. Souvent, si un sourd, on ne le connaît pas, on va dire, bon, qu'est-ce qu'on va lui demander? Bon, t'es qui? D'où tu viens? À quelle école t'es allé? Hein? C'est comme, moi par exemple, quand je me présente, je me dis, tantôt je me suis présentée, ok, je suis Hélène Hébert, je suis sourde de naissance, je suis allée à l'école oraliste. Alors souvent, la première fois, quand un sourd va rencontrer la personne, il va probablement commencer par lui demander son identité. Qui tu es, tu es allé à l'école où, puis est-ce que tu es sourd de naissance ou quel âge tu as appris les signes, puis après on commence à faire l'échange. Oui. L'interprète fait signe que l'image, on a un peu de problème avec. Là. Je pense que le canon a été... Problème technique. Ah, la technologie, hein? Alors, en 1960, on n'avait pas d'ATS, on n'avait pas de BlackBerry, on n'avait pas de téléphone adapté. On se débrouillait quand même pour communiquer. Mais depuis 1960, la technologie n'a cessé de s'améliorer. Alors, on voit en haut un appareil ATS. Alors, c'est comme un dactylo sur lequel on pose le récepteur du téléphone pour avoir une conversation. Un BlackBerry, tout le monde connaît ça ou à peu près. Un instant, là, parce que là, l'image se promène. C'est ça. C'est comme, ça fait pas partie de la culture sourde, ça, là, d'avoir l'image qui se promène partout, inquiétez-vous pas. Alors, on voit le sous-titrage. Vous avez tous vu le sous-titrage de la télévision. Pour les malentendants et les sourds qui peuvent lire, ce qui est dit est retranscrit au bas de l'écran. Ce qu'on voit, c'est un système de contrôle d'environnement pour le détecteur de porte, d'incendie, pleurs de bébé, lumière, téléphone. Et on voit maintenant le webcam qui nous sert sur Skype, sur OVO, des logiciels FaceTime qui nous permettent de faire de la communication entre personnes sourdes ou personnes qui connaissent la langue des signes. Hélène, est-ce que tu veux nous expliquer ça? Ah oui. C'est sûr que l'accessibilité à l'école, à des professeurs, des enseignants qui utilisent la langue des signes, c'est ce qu'il faut. Ou avoir les services d'un interprète. Si le professeur ne connaît pas la langue des signes, on doit avoir recours aux services d'interprète. L'accessibilité pour, par exemple, aller au cégep, à l'université, à des études. Si on a besoin des interprètes pour aller aussi chez le médecin,
Par exemple, si on veut aller visiter un musée, on a différents... on a besoin d'avoir différents moyens pour nous permettre l'accès puis à des services sans barrière. Alors, par exemple, on voit l'interprète à la télévision, les interprètes à la télévision qui étaient là pour signer une entrevue. Ici, comment on se présente, ce que j'ai expliqué tantôt. Bon, je m'appelle Hélène Hébert, j'ai rendu oraliste, ensuite j'ai appris les signes plus tard dans ma vie. Et c'est ce que les sourds ont besoin quand vous vous présentez. Aussi, les règles de fonctionnement, comme tantôt on a dit, comment on attire l'attention, qu'on clignote la lumière ou comment à la maison. Bon, parfois, on fait du bruit, nous, on s'en aperçoit pas. Des fois, on fait la vaisselle, puis bing, bang, bing, bang, 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 on claque les portes, puis on fait du bruit, hein? Ça se peut, hein? C'est sûr qu'on s'en aperçoit pas toujours. Ça ne veut pas dire que c'est notre faute ou qu'on est effronté, mais bon, c'est comme nous. Quand on marche, parfois, on ne peut pas s'entendre, puis des fois, on se traîne les pieds, hein? On ne s'aperçoit pas, on fait du bruit, on se traîne les pieds. Hein? Vous sentez, oui, c'est possible? Mon chum est sourd, puis je peux vous le dire, il y a full bruit dans la maison. Mais je l'aime pareil. Mais c'est pas sa faute, hein? C'est pas sa faute. On constate, on fait un constat, là, c'est tout. Souvent, bon, les sourds au travail s'ennuient, hein? Parce que, bon, ils sont avec des entendants, ils peuvent pas communiquer. À la fin de semaine, c'est le temps, le party au centre des loisirs, on a du fun, c'est la fête. Et, par exemple, les fêtes peut-être peuvent commencer à 7 heures le soir, puis ça peut finir à minuit. Mais on remarque quoi? Les sourds restent là pareil. Ils sont vissés sur le plancher. Ils continuent, ils jasent, ils ont du fun, ils changent, ils ont du fun. Là, les personnes essaient de mettre les sourds dehors, tu comprends, il est minuit. Là, les entendants, ils veulent aller se coucher, tu comprends-tu? Mais les sourds, eux autres, ils restent là. Puis là, finalement, les sourds, ils s'en aperçoivent pas parce que ça leur fait tellement bien de jaser. Puis les entendants, des fois, ils savent pas comment. Puis c'est déjà arrivé, là, que les entendants disent « Bon, allez-vous-en ». Là, les sourds, ça n'y entendent pas. Là, il y en a que, bon, ils flashent les lumières ou... mais là, c'est pas grave, on se pousse la porte, puis là, on continue. Là, finalement, un jour, ils ont fermé la lumière complètement. Fait que là, on n'a pas eu le choix, on est obligé de sortir. Oh! Est-ce que vous voyez ce que j'ai? Hein? Quelle valeur? Les mains. Les mains. Les mains pour la langue des signes, pour la LSQ. Aussi, une deuxième valeur pour les sourds qui est importante, c'est les yeux. C'est très important. Les oreilles, on s'en fout, là. On a remplacé ça par les yeux. Les yeux, tu sais, les yeux, c'est ça, nous, c'est vraiment les yeux qui ont remplacé nos oreilles et les mains. Les yeux et les mains sont deux choses très importantes et ont une grande valeur pour nous. C'est très, très important. C'est sacré. Pour les sourds, c'est important, comme on disait tantôt, les rassemblements, de se rencontrer. Des fois, bon, comme on disait, « Ah, t'es allé à quelle école? En quelle année t'étais? » Puis là, moi, je dis, « Ah ouais, moi, j'étais en cette année-là. » Puis c'est important, l'histoire, de garder les liens avec la communauté, puis le passé. Bon, les mains, comme je vous disais, les mains, c'est très, très important. Les yeux, c'est important, le regard. Comme tantôt Hélène a expliqué, c'est très, très, très important de soutenir le regard d'une personne sourde, sans simplement se regarder là, avec, comme en chien de faïence, là, mais vraiment avoir un lien. Les traditions. Alors, les traditions. C'est des choses qui sont transmises de génération en génération. Bon, on peut penser à la Journée mondiale des sourds. Alors, chaque année, c'est précieux, c'est un rassemblement qui se passe à chaque année. Le Congrès mondial des sourds, ça permet les échanges au niveau international, voir qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays, voir aussi ce qu'on partage.
la culture sourde est la même hein, dans tous les pays. Quand même qu'on se rend compte qu'on vient dans un sourd d'un autre pays, on finit quand même. Tu sais, les entendants, on se rend compte, puis là, ben, c'est difficile de communiquer parce que l'autre vient d'un autre pays, d'une autre culture, d'une autre langue. Mais pour les sourds, ça se fait beaucoup plus rapidement. Les Jeux olympiques sourds, ça aussi, c'est quelque chose qui revient. Il y a des activités, la Société culturelle fait beaucoup d'activités, des expositions. La famille bleue, hein, on voit la famille bleue, c'est le symbole qui appartient aux sourds du Québec. Bon, dans d'autres, c'est pas un symbole qu'on retrouve dans d'autres provinces ou d'autres pays, c'est vraiment au Québec, on a la famille bleue. Aussi, on honore souvent les personnes, les membres de notre communauté, et parfois on remet même des prix à des entendants qui font partie de la communauté, qui ont fait quelque chose de spécial. L'Expo Sourd, ça permet des échanges, c'est de la sensibilisation aussi aux personnes qui viennent nous visiter. Alors, la Maison des sourds de Montréal, qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps, parce que les sourds se cherchaient un endroit et les associations pourraient être regroupées sous un même toit, et ils ne voulaient pas être isolés, donc ils ont fait la Maison des sourds. Et on a différentes activités au centre des loisirs, c'est comme tantôt Hélène disait, ça commence à 7 heures, puis là les gens se rencontrent. Par exemple, ça peut être aussi des fois des gens qui viennent d'ailleurs dans le monde et qui viennent voir où sont les sourds à Montréal, bien, se retrouvent au centre des loisirs, puis peuvent échanger, puis partager leur culture et la nôtre. Et ça fait très, très longtemps que le Centre des loisirs existe, c'est très vieux. Voir dire, c'est une revue qui est importante aussi pour la communauté sourde, qui permet des échanges et qui reçoit, à laquelle on partage des nouvelles. On essaie de voir, bon, dans les régions aussi, qu'est-ce qui se passe au Lac-Saint-Jean, qu'est-ce qui se passe à Montréal, qu'est-ce qui se passe un peu partout au Québec. Alors, c'est un outil d'information qu'on a. Alors, c'était très intéressant, n'est-ce pas, jusqu'à maintenant? Je pense que oui. Et c'est sûr qu'on a plein d'images tantôt à vous montrer si on a le temps pour faire un échange. Ben, je pense que... Attends une minute. Pour terminer, après ça, tu montreras les images. Non, fais-tu la fin avant, la fin après? Mais les images après. Les images après? À la fin? On termine, on met les images après? Bon, OK. Alors, pour le mot de la fin, c'est une personne sourde qui a remarqué, vous avez remarqué quand on applaudit, vous applaudissez en frappant des mains, mais nous, on applaudit en agitant les mains. Alors, qui a eu pour ce soir la première fois de rencontrer un sourd, qui n'avait jamais eu l'occasion avant? OK, moi j'ai une question pour toi. Tantôt, tu nous as vu nous agiter les mains comme ça. Est-ce que tu as compris au début? Est-ce que tu comprenais ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Parce que dans les associations étudiantes, c'est un signe qu'on utilise tout le temps pour applaudir silencieusement pour ne pas faire de bruit. Ah, je ne savais pas ça. Et puis, on se rappelle, parce que ça a été une première personne, c'est une personne sourde, je me rappelle. Donc, elle disait, vous faites aller vos mains comme ça, là, c'est quoi, t'es cinglé? Non, en fait, on disait, ben non. Avec le temps, les gens ont compris que ça fait partie de notre culture. Et maintenant, c'est beaucoup plus répandu. Les personnes sourdes ne sont pas gênées, même si elles sont minoritaires, d'applaudir avec leurs mains comme ça. Et ici, vous avez une définition un peu d'une personne qui, pour elle, quelle est la culture sourde? En fait, c'est quelque chose, en fait, qui n'est pas inventé, mais qui est vraiment une personne sourde qui a défini ce qu'est la culture sourde, qui est née sourde de parents sourds. Donc, quand elle est en contact avec la société, donc elle, là, son monde, la culture, l'identité à cette personne-là, c'est quelque chose qu'elle a acquis, donc, entendant
sourde. Ça a été un choc pour elle de réaliser qu'il y avait deux mondes. Puis elle cherchait son identité. Est-ce que je suis entendante? Est-ce que je suis sourde? Donc, éventuellement, après sa quête, elle a fait un résumé un petit peu de ce que représentait la culture sourde pour elle. Donc, en fait, si vous voyez bien, c'est une expérience de vie qui est basée sur les perceptions visuelles et spatiales. Donc, la personne sourde ne se sent nullement handicapée. Elle se sent normale. Pourquoi? Parce qu'elle a sa langue. Et sa langue peut influencer les gens qu'elle côtoie. Donc, elle a des règles de comportement, des valeurs. Elle crée un lien d'appartenance. C'est une langue qui est visuelle. L'identité sourde, elle est clairement acquise. Et il y a des comportements qui sont quotidiens, donc, et c'est un mode de vie qui leur appartient, puis c'est une pensée en fait qui évolue dans l'espace nord-américain, donc c'est son opinion à cette personne-là. Il y a une question ici derrière la salle. C'était un commentaire. J'ai déjà eu l'occasion de participer à une réunion où c'était juste des entendants, puis on utilisait ça là, pour signifier une façon d'applaudir non violente. Ah, c'est bien. Merci de votre commentaire. Est-ce que tu veux que je m'avance ou vous allez faire le miroir? Non, fais-le de ta place, on va faire le miroir. 2 ans passés, je suis sur la rue. Puis bon, il y avait des manifestations, là, vous savez, là, il y avait l'occupation au centre-ville. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des campements, des petites tentes érigées. Donc moi, par curiosité, je me suis en fait promenée au travers d'eux. Je suis arrivée sur place, j'ai stationné ma voiture et je voyais l'emplacement de l'occupation. Puis les gens le faisaient applaudir des mains. Puis je me disais, mon Dieu, y a-t-il des sourds dans la manifestation? Je me stationne, je suis toute excitée. Puis ce n'est que des entendants, puis je suis seule de sourds-là, puis tout le monde parle, mais ils applaudissent à la façon des sourds. J'étais complètement mêlée. Je me disais, voyons, je pensais que c'était une gang de sourds, et finalement, ce sont des entendants. Donc, souvent, lorsqu'on donne des cours de langue de signes avec des entendants, puis maintenant, on pose la question, est-ce que vous avez déjà vu ça, nos applaudissements? Puis de plus en plus, les gens reconnaissent. Maintenant, je me dis, ça n'est plus simplement à nous, mais parce que les entendants, lorsqu'ils applaudissent, ben, ça fait du son, puis donc ils ne peuvent plus parler et ça interrompt le discours et c'est une perte de temps. Donc, ils ont emprunté nos applaudissements pour pouvoir poursuivre le discours. Et c'est ce que j'ai compris de l'emprunt. Là, je me disais, est-ce qu'ils nous ont volé nos applaudissements? Non, c'est un emprunt finalement. Tu peux poursuivre, Dominique. Donc, vas-y, Dominique, un petit peu plus loin. Les anecdotes, comme on disait précédemment, regardez ici l'image. Regardez ce qu'elle avait en tête, c'est ce qu'elle voulait commander. C'est ce qu'elle a commandé, mais c'est ce qui a été compris par le serveur. Et c'est l'assiette qu'elle reçoit. Et ça nous arrive fréquemment. C'est pas ça que j'ai commandé! Alors, c'est trop compliqué, on finit par le manger quand même. Cette image-ci, regardez, la personne sourde qui attend l'autobus, ou le métro, peu importe, les entendants, mais on l'entend venir de loin, que ce soit le métro ou l'autobus. Donc, on continue nos occupations, mais le son, il y a toujours plus penché quand vous regardez en arrière. Elle s'en vient-tu? Elle s'en vient-tu? Elle s'en vient-tu? Finalement, elle voit les lumières, au bout du tunnel, elle dit, le métro arrive. Là, on est là, on se penche, on dit, non, ça vient-tu? Ça vient-tu? Mais quand il y a une tête penchée, pensez que c'est nous. Ça, souvent, ça nous arrive. On passe l'aspirateur et il s'est débranché. Puis là, on cherche, il ne marche plus. Là, on joue après notre aspirateur. Il n'est pas fini. Là, on dit, ben non, tu ne l'as pas branché. Non. Ça ici, qu'est-ce que c'est? Donc, des fois, des sourds qui arrivent à une intersection, puis bon, ils jasent au travers des vitres, et puis ils jasent, c'est le fun, ils sont contents. Et là, parce que les autres vont baisser la vitre pour pouvoir parler.
Mais l'entendant derrière dit hey, ça va faire la conversation, puis il klaxonne, il jase, ils n'entendent pas le klaxon, ils s'en foutent. Avant, là, lorsque vous faisiez des achats, ben, le prix sur la caisse enregistreuse, vous le voyez. Vous voyez bien sur le dessin. Maintenant, avec les nouvelles technologies, bon, on ne voit plus rien, il n'y a plus d'affichage. C'est privé, on ne peut pas voir. Puis là, le saut, il dit c'est combien? Il faut se pencher à la tête, aller au-dessus du comptoir. Ben, des fois, la technologie, c'est bon, des fois, c'est moins bon. Voilà, c'est des petites anecdotes. Je suis fatiguée, moi, je vais parler. Donc, merci à Sylvain, Hélène et Dominique. Est-ce que vous avez apprécié leur conférence? Donc, oui. Peut-être juste bloquer le projecteur, là, avec un merci beaucoup. Donc, on va prendre, juste avant d'aller en petite pause, 10 minutes, deux petites choses qu'on a oublié de mentionner. On voulait dire merci à Martine, en fait, la propriétaire d'emplacement ici, de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Voilà. Et aussi, les interprètes qui sont en fonction, Lynn Gargano et Lina Ouellette. Merci beaucoup aux deux interprètes. Aussi, avant de débuter, on avait oublié de vous dire que c'est une conférence qui est filmée. En tout cas, c'est CPS Cinéarme, en fait. Donc, c'est eux qui ont un contrat et ils viennent filmer les conférences qui sont données. Comme ce soir, elle a été filmée. Donc, après la conférence, on ferme la caméra et lors des échanges, ce n'est pas filmé. Donc, n'ayez aucune gêne pour les échanges. Ils ne seront pas filmés. Par contre, ce qui a été filmé, nous, on l'envoie sur